l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie et son allié, le Japon, construisent d'immenses cuirassés. Ils sont énormes, les plus grands qu'on ait jamais vus. Et ils sont conçus pour être insubmersibles. Le Japon est prêt à tout pour conquérir le Pacifique. Regardez! Décidés à écraser leur ennemi, les Japonais construisent en secret le plus grand cuirassé du monde, doté d'un blindage impénétrable et de canons de plus de 20 mètres de long. Ces canons étaient absolument énormes. Et quand ils tiraient, on sentait la terre qui tremblait. Sa mission, détruire la flotte américaine dans le Pacifique. Faites route vers l'ouest d'Okinawa pour les attaquer. Oui. C'était de la folie, du suicide. Voici l'histoire de ces titans des mers, les super cuirassés japonais. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler et de ses alliés japonais, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire de fanatiques. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Avril 1945. L'arme la plus redoutable de la marine impériale japonaise entame son ultime mission. Le gigantesque super cuirassé Yamato essuie vague après vague les attaques des avions américains. Contact. 3 formations en approche. Mais l'enseigne de vaisseau Mitsuru Yoshida a foi en son navire. Nous avons vraiment attendu ce moment. C'est à nous que revient l'insigne honneur de protéger la nation. L'équipage du Yamato n'a plus qu'à espérer que cette forteresse flottante soit effectivement insubmersible. L'archéologue Tony Pollard nous emmène sur une île japonaise à 30 km de la ville d'Hiroshima, sur le site de construction du Yamato, le plus grand cuirassé jamais construit. Nous allons sur le terrain d'essai de Kamegakubi, qui était un centre top secret où la marine japonaise mettait sur pied ses projets et testait ses armes. La première chose qu'on remarque en descendant du bateau, sur une de ces jetées, c'est cette fente creusée tout le long du béton. Et je vois qu'il y en a une aussi de l'autre côté. C'est là que reposait une gigantesque grue à portique, qui était à cheval entre les deux jetées. Ce qui se passait, c'est que les bateaux arrivaient entre les deux jetées, et la grue venait récupérer la cargaison, qui était ensuite emportée par voie ferrée dans cette direction. Dans cette cargaison se trouvaient les canons du Yamato. Ils étaient énormes. 460 mm de diamètre, les plus gros canons jamais montés sur un navire de guerre. L'histoire des super cuirassés japonais débute en 1931, 8 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En quête de ressources naturelles, le Japon envahit la région chinoise de Mandchourie, puis continue son expansion en Asie du Sud-Est. Mais d'anciennes puissances coloniales étrangères contrôlent déjà une grande partie de cette zone. L'objectif du Japon, c'est de chasser les Britanniques et les Hollandais de l'Extrême-Orient et de neutraliser la menace américaine. Déterminé à étendre son empire, le Japon se prépare à la guerre dans le plus grand secret. Les Japonais ont compris qu'ils ne pourraient jamais rivaliser avec les États-Unis et la Grande-Bretagne en termes de nombre de bateaux de guerre. Donc l'idée était de compenser la quantité par la qualité, en construisant un gigantesque cuirassé qui était l'équivalent de 2 ou 3 navires normaux et capable d'affronter plusieurs bateaux de guerre ennemis à la fois.
L'état-major de la marine ordonne la construction d'un cuirassé capable d'anéantir les ennemis du Japon. L'homme chargé de sa conception est l'architecte naval et ancien vice-amiral Yuzuru Hiraga. Si nous voulons construire un navire avec le blindage requis et des canons de 460 mm, et qui soit en plus capable d'atteindre une telle vitesse de croisière, il devra avoir des proportions gigantesques. En Allemagne, Hitler ordonne également la construction de cuirassés pour sa marine de guerre. Pour Hitler, les cuirassés géants sont le symbole du pouvoir, de l'autorité, de la domination et de la puissance industrielle. Le Bismarck et son navire jumeau, le Tirpitz, rapide et bien armé, vont entrer dans les mémoires comme les 2 navires de guerre parmi les plus redoutables de l'histoire. Ne voulant pas être en reste dans cette course à l'armement, les Américains commencent eux aussi à construire des cuirassés capables de rivaliser avec les flottes japonaises et allemandes. Mike Pavlek, expert en génie militaire, nous fait découvrir le fleuron de la marine américaine lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable. Voici le SS Wisconsin, l'un des 4 cuirassés de la classe Iowa. C'est le navire le plus grand, le plus puissant et le plus redoutable que la Navy ait jamais construit. Voici la force de frappe de la marine américaine. Ces cuirassés étaient armés de canons de 406 mm, capables de lancer des obus de 1200 kg à 38 km. Il faut 60 hommes par tourelle. Chaque canon nécessitant jusqu'à 6 de ces charges explosives de 25 kg pour envoyer un seul obus. Ils ont une telle portée que vous ne voyez même pas forcément le bateau sur lequel vous tirez, à cause de la courbure de la Terre. Dans l'entre-deux-guerres, les Japonais ont compris qu'ils allaient devoir concurrencer des bateaux comme celui-ci s'ils voulaient battre les Américains. Pour surpasser les États-Unis, le Japon conçoit une classe de navires de guerre aux proportions sans précédent. Les cuirassés géants de la classe Yamato mesureront plus de 39 mètres de large et 263 mètres de long. Avec un déplacement de 72 000 tonnes, il sera 30% plus lourd que les cuirassés américains de la classe Iowa et quasiment 2 fois plus que la plupart des autres vaisseaux de guerre japonais. Construire un tel mastodonte sera pour l'architecte Yuzuru Hiraga le plus grand défi de sa carrière. Nous n'avons pas de chantier naval assez grand. Alors nous en construirons un. Nous avons besoin d'un navire capable de surpasser ceux des Américains. Nous allons avoir beaucoup à faire. Faute d'en posséder un suffisamment grand pour accueillir leur premier cuirassé géant, les Japonais sont contraints de modifier un chantier naval existant. Le professeur Toshi Minohara est à Hiroshima, à l'arsenal naval de Kure, où fut construit ce premier navire. Regardez! C'est exactement à cet endroit qu'a été construit le cuirassé géant Yamato, le plus grand cuirassé du monde. C'était à l'époque la plus grande cale sèche du Japon. Mais elle n'était pas encore assez grande. Et il a fallu creuser pour l'approfondir et l'agrandir. C'était le seul moyen d'accueillir un super cuirassé de cette taille. Une fois qu'ils l'ont agrandie, elle mesurait 335 mètres. C'est l'équivalent de 3 terrains de football américain, 43 mètres de large. Et il ne s'agit pas de plusieurs bateaux, il s'agit d'un seul bateau en construction. C'est incroyable, regardez la profondeur. Après l'évacuation de 13 000 mètres cubes de terre, la quille du Yamato est enfin posée le 4 novembre 1937. 5 mois plus tard commence dans les chantiers navals de Nagasaki la construction d'un deuxième cuirassé géant, le Musashi.
tandis que le Japon se prépare à la guerre. Pouvez-vous m'apporter les rapports balistiques? Une fois le Yamato en cours de construction, Yuzuru Hiraga et le service technique de la marine conçoivent 9 canons de 21 mètres de long et d'un diamètre de 460 mm. Les plus gros canons jamais installés sur un cuirassé. Tout l'intérêt d'un navire de guerre, ce sont ces canons. Vous allez utiliser ce cuirassé pour détruire les navires ennemis, et les canons en sont l'élément essentiel. Cette puissance de feu sans précédent doit être testée dans le plus grand secret. Tony Pollard nous fait découvrir ce qui reste de Kamegakubi, le terrain d'essai ultra secret où les Japonais vont se donner beaucoup de mal pour tester ces canons nouvelle génération. C'est pas vraiment ce qu'on s'attend à voir en pleine jungle. Un beau bâtiment en briques rouges. Impressionnant. Oh, waouh! Regardez ça. Alors là, c'est autre chose. Vous voyez? Il y a un tunnel avec une deuxième couche à l'intérieur. C'est une double peau. Bon sang. Regardez. Des piliers en béton relient l'intérieur de la voûte principale à l'extérieur de cette deuxième coque. À quoi sert cette double peau? À absorber les chocs. Ça veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur est parfaitement bien protégé. Le seul autre endroit où j'ai vu ce genre de double peau, c'est dans la tanière du loup, en Prusse orientale, le QG d'Hitler. Mais pourquoi se donner tant de mal? La réponse est forcément là. Nous avons ici une série de socles en béton. Ils devaient forcément servir à soutenir du matériel quelconque. Et si on rassemble toutes les pièces du puzzle, ça commence à prendre tout son sens. C'est ici qu'étaient installés les instruments ultra-sensibles chargés de mesurer et de recueillir les données lors des essais de tir des canons. Les canons du Yamato sont si puissants que même ici, à 245 mètres du lieu de tir, les instruments doivent être protégés de l'onde de choc qu'ils génèrent. Ces canons étaient absolument énormes. Et quand ils tiraient, on sentait la terre qui tremblait. Et cette vibration, cette onde de choc, pouvait parvenir jusqu'ici, si on ne prenait pas des mesures de précaution. Les Japonais ne s'arrêtent pas là et construisent 3 monticules pour absorber les chocs entre les instruments de mesure et le champ de tir. Juste en dessous de moi, il devait y avoir une rangée de 4 ou 5 canons. Les obus arrivaient par le tunnel qui se trouve sous mes pieds. Et ces obus étaient tirés contre des cibles placées au pied de la colline et dans la colline elle-même. Mais d'autres obus étaient envoyés vers le large. J'aperçois tout juste la mer entre les arbres d'ici. Et ces obus lancés vers la mer passaient au-dessus de pylônes qui mesuraient la vitesse des projectiles. Ils ont déterminé que ces obus pouvaient parcourir la distance de 40 km. Aucun cuirassé n'a eu jusqu'ici une portée équivalente. Avec une telle puissance de feu, ces canons de 21 mètres nécessitent des projectiles hors normes. Le professeur Tosh Minohara a retrouvé l'un des tout derniers obus de cette période. Voici l'un des obus qui était utilisé à bord du Yamato. Il n'en reste que quelques-uns. Vous voyez ce cône? Il devait se détacher en vol. Et la forme particulière de l'obus était conçue pour infliger le maximum de dégâts. Cet obus perforant pèse 1360 kg. C'est le poids moyen d'une voiture. Donc, c'est comme si une voiture venait s'écraser contre un bateau.
La puissance de feu du Yamato surpasse celle des autres cuirassés, mais son architecte tient à ce qu'il ait le blindage le plus épais possible. C'est un cuirassé conçu pour résister à tous les chocs possibles et imaginables. Mike Pavlek examine l'un des derniers morceaux de cette incroyable cuirasse. C'est un fragment du blindage des tourelles du Yamato, de la face avant des tourelles. 66 cm d'acier renforcé, incroyablement résistant et incroyablement lourd. Ce morceau a été rapporté du Japon à la fin de la guerre. Les Américains l'ont retrouvé dans un chantier naval japonais et l'ont rapporté pour le tester. Ils ont fait des essais dans les conditions idéales et ont réussi à pénétrer le blindage. Ils y sont arrivés en tirant à bout portant. Mais ce genre d'impact n'aurait jamais pu avoir lieu en temps de guerre, dans la mer, à distance. C'est donc une cuirasse quasiment impénétrable dans des conditions de guerre. C'est le blindage le plus épais, le plus lourd jamais posé sur un cuirassé. Mais le poids de la cuirasse, ajouté à celui des canons, pose un réel problème. Toutes les plaques de blindage qui ont été posées pesaient en tout plus de 20 000 tonnes. La principale inquiétude pour les architectes navals japonais, c'était de savoir comment faire flotter tout cet acier. Si les Japonais veulent concurrencer les cuirassés de la marine américaine, ils vont devoir repenser entièrement leur manière de construire des navires de guerre. Pour créer leur super forteresse flottante, Yuzuru Hiraga et son équipe mettent au point plusieurs innovations techniques. L'un des moyens pour réduire le poids du blindage consistait à souder les plaques entre elles au lieu d'utiliser des rivets qui sont plus lourds. Une autre solution trouvée par les Japonais, c'était d'intégrer la cuirasse à la structure du bateau, plutôt que de l'ajouter après coup une fois la quille construite. La coque est également blindée sur le principe du tout ou rien, c'est-à-dire qui protège uniquement la partie centrale du bateau. La proue et la poupe, plus vulnérables, sont divisées en 1 millier de compartiments étanches, qui peuvent être scellés ou remplis d'eau si nécessaire. Cette flexibilité permettra au Yamato de se stabiliser si sa coque est transpercée. Les Japonais sont convaincus qu'une fois mis à l'eau, il sera tout bonnement insubmersible. À l'été 1941, le Japon se lance dans une violente campagne de conquête à travers toute l'Asie. En représailles, les États-Unis et leurs alliés gèlent les avoirs japonais et décrètent un embargo sur les produits pétroliers. Le 7 décembre 1941, avec le Yamato à 1 semaine seulement de sa mise en service, les Japonais se sentent prêts à reprendre le Pacifique. L'amiral Yamamoto, commandant des forces navales japonaises, lance une attaque surprise sur Pearl Harbor, à Hawaï. Le Japon est désormais en guerre contre les États-Unis. Pour les Japonais, l'objectif de cette attaque sur Pearl Harbor était de mettre les Américains KO et de les rendre incapables de combattre, afin d'asseoir l'emprise du Japon dans le Pacifique. Mais l'amiral Yamamoto a quelques réserves, comme il le révèle dans une lettre adressée à un journal japonais. Un militaire ne peut tirer une quelconque gloire d'avoir écrasé son ennemi pendant son sommeil. Il s'agit plus d'une humiliation pour celui qui a été frappé. Il vaut mieux que vous réserviez votre jugement après avoir vu ce que fera l'ennemi. Il est certain que la colère et l'outrage le pousseront à une contre-attaque décisive. Le 16 décembre, 9 jours après Pearl Harbor, le Yamato, premier super cuirassé japonais, est mis en service à Kure. Le
Le Yamato, du nom de l'ancienne province qui fut le berceau du Japon, devient le vaisseau amiral de la flotte japonaise. Il sera emmené au combat par l'amiral Yamamoto. Le Yamato fera son baptême du feu en juin 1942. Les Japonais entendent écraser la marine américaine dans les îles Midway. L'amiral Yamamoto se sert du Yamato comme poste de commande, à 480 km de l'assaut initial. Armé et prêt à prendre en embuscade les forces américaines venues défendre Midway. La première unité attaquera les porte-avions et tentera de faire couler les croiseurs. La deuxième unité s'efforcera de détruire le reste de la flotte. Mais Yamamoto ignore que les Américains ont réussi à décoder ces messages et sont préparés à l'attaque. Afin de ne pas dévoiler leurs véritables intentions aux Américains, les Japonais avaient dispersé leur flotte, ce qui fait que leurs porte-avions étaient séparés des cuirassés et que le Yamato était très loin des autres navires. La flotte japonaise est prise de court par les attaques aériennes des Américains. 4 porte-avions japonais sont coulés. Malgré sa puissance de feu, le Yamato ne peut pas faire grand-chose. Aveuglés par leur obsession de surpasser les cuirassés ennemis, les Japonais en ont oublié leur vulnérabilité face à un assaut aérien soutenu. Comprenant leur faiblesse, le Yamato et son navire jumeau, le Musashi, récemment mis en service, se replient vers une zone de sécurité. Le petit atoll de Truk en Micronésie est le centre de ravitaillement de la flotte japonaise dans le Pacifique. Avec son impressionnante défense d'artillerie, c'est également l'une des bases navales les mieux protégées du monde. Les îles Truk sont vitales pour les Japonais parce que c'est une base importante dans le Pacifique Sud. C'est de là qu'ils peuvent organiser leurs opérations, là qu'ils peuvent stocker des appareils et des munitions. Sans cette base, ils perdent énormément de leur emprise sur le Pacifique Sud. Sur l'atoll de Truk, Tony Pollard explore les fortifications conçues pour défendre le Yamato et le Musashi qui mouillaient dans le lagon. Les Japonais se sont donné beaucoup de mal pour défendre les îles et le lagon de Truk. Et voilà un incroyable exemple de ce système de défense. Un blocos très solide, pile sur le rivage. D'ailleurs, il a même avancé dans la mer. Mais il devait être un peu plus en retrait sur la plage. Avec des meurtrières sur le côté, qui donnent sur la plage et vers le large. Regardez, on peut voir d'ici que ce béton fait au moins 2 mètres d'épaisseur. Waouh! Regardez, des traces d'impact. Mais ça a juste détaché un petit fragment sur le côté. C'est tout petit. Il ne devait pas y avoir plus de 3 ou 4 hommes. En conditions de combat, ça devait être une position terriblement inconfortable. Et j'imagine qu'une fois qu'on est rentré, on doit avoir l'impression qu'on va avoir du mal à ressortir. Ce qui est incroyable, c'est qu'à travers cette meurtrière, on pouvait voir les super cuirassés, le Yamato et son navire jumeau, le Musashi. Mais pour protéger le fleuron de la marine japonaise d'éventuelles attaques aériennes ennemies, il leur faudra une plus grande puissance de feu. Si l'on s'enfonce au cœur de la jungle, on peut découvrir les incroyables vestiges des canons utilisés pour défendre les super cuirassés japonais. Regardez. C'est incroyable. On voit qu'il y a 2 canons, un affût double, ce qui indique qu'il s'agit d'un canon anti-aérien. La plupart ont été démontés après la guerre. Il est énorme. Il est conçu pour tourner à 360 degrés et pour basculer en arrière, afin de tirer des obus contre les avions. Et ça, c'est la cabine dans laquelle se trouvait le servant de canon.
Il pouvait observer le ciel par là. Je l'imagine assis ici, en train de surveiller le ciel, et c'est lui qui contrôle le canon. On voit encore les engrenages. C'est une mécanique très complexe. Mais à l'époque, il devait être très maniable, et il pouvait couvrir toute la baie, là où mouillait le Yamato. Et en cas d'attaque, il pouvait fournir un feu défensif. Le Yamato possède ses propres canons, mais ils sont totalement inefficaces contre les agressions aériennes. Le cuirassé est donc tributaire de la DCA basée sur l'île. Je n'aurais pas aimé être là en cas d'attaque. Très mauvais pour les oreilles, c'est sûr. On voit ici, à la gueule du canon, qu'il fait un diamètre de 12,7 cm, 127 mm. Il tire de gros obus, mais ce sont des obus fusants qui explosent en l'air pour déstabiliser les avions. Et le double affût permet de garder une bonne cadence de tir. Ces petites niches sont placées tout autour du canon, dans le béton. Elles devaient servir à stocker les munitions, en quantité limitée, mais prêtes à être tirées. Et quelle que soit la direction vers laquelle pointe le canon, la culasse se trouvait toujours à proximité d'une de ces niches, pour pouvoir recharger rapidement et assurer la protection de la flotte contre les avions. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que le Yamato ne soit attaqué. En août 1942, l'île de Guadalcanal est prise d'assaut lors de la première grande offensive américaine dans le Pacifique. Yamamoto met sur pied une contre-attaque pour repousser les Américains. Mais les munitions et les vivres commencent à manquer. Nous devons faire parvenir le ravitaillement à nos troupes. Si nos soldats meurent de faim faute d'approvisionnement, ce sera pour la plus grande honte de la marine. Yamamoto envoie 53 navires, mais pas le cuirassé Yamato. Craignant que le vaisseau amiral ne soit exposé et incapable de repousser une attaque aérienne, Yamamoto préfère le laisser à l'abri dans les îles Truk et l'utiliser comme centre de contrôle. S'il avait été déployé, le Yamato aurait pu faire usage de ses redoutables canons pour repousser l'assaut américain. Mais le super cuirassé reste à l'ancre dans le lagon et Guadalcanal est prise par les Américains. Le Yamato est resté à Truk pendant 8 mois. Et les soldats ont commencé à le surnommer l'hôtel Yamato. Les marins étaient très fiers de servir sur le Yamato. Tandis que la guerre fait rage, la marine japonaise se lance dans une campagne de recrutement. L'un de ces nouveaux cadets qui sera bientôt affecté au Yamato s'appelle Mitsuru Yoshida, 20 ans. Ma chère maman, la formation se passe bien. L'université me manque, mais je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. Nous avons parlé du Yamato aujourd'hui. J'espère que nous serons bientôt envoyés au combat. Si le Yamato n'inspire pas la terreur aux Américains, rien ne le fera. Pendant que le Yamato reste à l'ancre dans le lagon, en avril 1943, l'amiral Yamamoto part inspecter ses troupes sur le front. Mais les Américains ayant décrypté ses messages radio, abattent son avion. L'armée américaine se concentre ensuite sur les îles Truk, et les navires japonais qui y sont stationnés vont subir la déroute la plus terrible de tout le conflit. Un peu avant l'aube, le 17 février 1944, les Américains lancent l'opération Hailstone. Le lagon de Truk, où s'abrite le Yamato et des centaines de navires et d'avions japonais, est attaqué.
Plus de 500 avions ont participé à ce raid, en décollant de 9 porte-avions différents. Les cuirassés américains tournaient autour de l'atoll en attendant les navires japonais qui essaieraient de fuir, comme une bande de requins. Ils ont mis la défense japonaise à rude épreuve. Les Japonais sont pris complètement par surprise. Ils ne réussissent à faire décoller que quelques avions, et c'est aux canons anti-aériens que revient la lourde tâche de défendre la flotte. Tony Pollard va visiter un autre vestige de cette bataille historique. La défense japonaise de Truk était dirigée depuis un centre de commande situé à l'extrémité orientale du lagon. Regardez, il a presque été englouti par la jungle. Mais une fois passé la végétation, regardez. C'est une énorme structure. Il y a 2 étages. Il y a des portes et des fenêtres renforcées, anti-souffle. C'est un bâtiment très imposant. Il y a quelques impacts de balles sur les murs, laissés par les avions américains qui ont mitraillé pendant l'attaque. Mais lorsqu'on passe de l'autre côté, c'est une autre histoire. Regardez, les dégâts sont considérables. La bombe est tombée directement comme ça. C'est comme un instantané de l'opération Hailstone, le raid de l'armée américaine. Ça a dû être très impressionnant de voir les avions arriver et tout mitrailler sur leur passage. Et ça prouve bien que vous aurez beau utiliser tout l'acier et tout le béton que vous voulez, si l'ennemi est suffisamment déterminé, et les Américains l'étaient, il peut tout faire sauter. Cette démonstration de force fait naître le doute non seulement sur les moyens de défense de l'île, mais aussi sur ceux du Yamato. Regardez ce fragment. Il se balance comme un pendule. Ce sont les tiges en acier renforcé qui le maintiennent accroché. Les îles Truk sont ravagées, avec 270 avions détruits et près de 175 000 tonnes de navires envoyés par le fond. Si les Japonais avaient besoin de la preuve de l'efficacité des porte-avions, la bataille de Truk la leur a apportée une fois pour toutes. Certains navires ont échappé au raid. Sentant l'imminence d'une attaque, les Japonais ont envoyé le Yamato et le Musashi en sécurité. La base de Truk détruite, les 2 supercuirassés sont encore plus vulnérables qu'avant aux assauts aériens. Les Japonais décident donc de les équiper d'armements anti-aériens. Une centaine de canons supplémentaires sont installés. En octobre 1944, les améliorations sont terminées. Le Yamato et le Musashi partent pour le golfe de Leyte, où ils vont prendre part à la plus grande bataille aéronavale de la Deuxième Guerre mondiale. Le Yamato peut enfin faire usage de ses canons de 460 mm contre les navires américains et touche au moins un porte-avions. Mais sa cuirasse va subir son premier test en conditions réelles. Sur ces photos rares, récemment déclassifiées, on peut voir le moment exact où le Yamato est touché par 2 bombes. Ces tourelles sont protégées par un blindage de 66 cm. Mais le pont est plus vulnérable, et une bombe pénètre dans les quartiers d'équipage. Malgré les dégâts, le Yamato parvient à s'échapper, tandis que les Américains concentrent leur attaque sur le Musashi.
La bataille du golfe de Leyte est un désastre pour les Japonais. Les Américains ont mis au point un nouveau type d'explosif, le Torpex, qui est 2 fois plus puissant que le TNT. Et les études effectuées avant-guerre sur les capacités des cuirassés à absorber les chocs étaient basées sur le principe de torpilles remplies de TNT, pas de Torpex. On estime qu'il y a eu entre 11 et 15 torpilles qui ont frappé le Musashi. En plus de ça, il a été aussi touché par 16 bombes. Et c'est ce véritable déluge de torpilles avec un explosif plus puissant qui a finalement eu raison du cuirassé. Le Musashi coule avec 1000 soldats à bord. 21 marins japonais sont tués ou blessés à bord du Yamato. Et parmi leurs remplaçants se trouve le cadet Mitsuru Yoshida. Ma chère maman, je n'ai eu qu'1 an de formation. Ça a été difficile, mais bonne nouvelle, je suis affecté au Yamato. Je n'ai jamais été aussi fier. Tout le monde compte sur moi et mes 3000 camarades. Nous ne décevrons pas le pays et l'empereur. 4 mois seulement après avoir pris son poste, Mitsuru Yoshida se prépare pour ce qui sera peut-être l'ultime bataille du Yamato. Le 5 avril 1945, le Yamato, dernier super cuirassé japonais, se voit confier la mission d'aller protéger l'archipel. L'ordre provient de l'amiral Soemu Toyoda. Faites route vers l'ouest d'Okinawa pour les attaquer et les détruire. Oui. L'île d'Okinawa, à seulement 560 km au sud de l'île principale du Japon, est menacée d'invasion. Si elle est perdue, c'est tout l'archipel qui risque de s'effondrer. Le plan de l'amiral Toyoda consistait à envoyer le Yamato et 9 navires de soutien jusqu'ici, à Okinawa. De là, il devait attaquer la flotte américaine grâce à ses énormes canons. Et il y avait là environ 1500 bâtiments américains. Si nécessaire, le Yamato devait s'échouer, se transformer en forteresse et utiliser ses canons depuis la plage. C'était de la folie, du suicide. L'après-midi du 6 avril, le Yamato fait route avec 9 navires d'escorte, mais sans aucune couverture aérienne. À Okinawa, la bataille fait déjà rage dans ce qui restera le plus grand assaut amphibie de la guerre du Pacifique. La marine impériale japonaise en est déjà à envoyer des engins suicides, des avions kamikazes, des bateaux kamikazes et même des navires capitaux kamikazes lors de l'invasion d'Okinawa. Sky full of flak as the Japs attack warships supporting the invasion of Okinawa. Scenes of plunging planes and enemy bombs land perilously near. Le Yamato est encore à 1 journée d'Okinawa. Dans le poste de pilotage, l'enseigne de vaisseau Mitsuru Yoshida monte la garde. Une fonction prestigieuse pour un si jeune soldat. Il a hâte d'affronter l'ennemi. Nous avons vraiment attendu ce moment. C'est à nous que revient l'insigne honneur de protéger la nation. Bientôt, nous devrons nous en montrer dignes. Mais le souhait de Mitsuru Yoshida ne se réalisera pas. Le Yamato va être intercepté avant d'arriver à Okinawa et il va être bombardé de toutes parts. Contact, 3 formations en approche. À 12h32, environ 150 appareils américains émergent de l'épaisse couche nuageuse. Et l'enfer commence. Les nouveaux canons anti-aériens font leur possible. Mais sans couverture aérienne, le Yamato est totalement exposé. Il y a plus de 100 appareils ennemis.
Deux formations, portée 24 000 mètres, 85 degrés. Le Yamato est pris sous un déluge de balles et de bombes. Mais ce sont les torpilles qui représentent la plus grande menace pour son blindage. Deux torpilles Grumman. Bâbord 25 degrés, élévation 8 degrés, portée 3900 mètres, barre à tribord. Le trajet des torpilles forme de magnifiques sillons blancs sur la mer, comme si quelqu'un passait une aiguille dans l'eau. Elles foncent droit sur nous, tirées depuis une dizaine de directions différentes. Plusieurs torpilles transpercent la coque à bâbord. Les Américains avaient compris que le meilleur moyen de couler ce cuirassé était de le matraquer d'un seul côté, pour que le système de stabilisation du bateau soit rendu inopérant. Le poste de contrôle des ballasts est touché. Il est touché. Sans ce poste de contrôle, le Yamato ne peut plus remplir ou vidanger les quelques 1000 compartiments spéciaux destinés à le stabiliser. Pour les soldats coincés à l'intérieur, il n'y a aucune issue possible. À 14 heures, le Yamato gîte de 20 degrés. Ordre est donné de quitter le navire. Impossible de compenser la gîte. Sauf qu'il peut. Inondé à bâbord, l'insubmersible supercuirassé commence à chavirer. Tandis que le Yamato s'enfonce dans l'eau, sa soute à munitions arrière explose. Photographiée par la marine américaine, la gigantesque colonne de fumée s'élève à plus de 6000 mètres dans les airs. Elle est visible à 200 km de distance. Je sais bien que c'est une machine de guerre, mais ça reste quand même un incroyable monument d'ingénierie navale et un navire majestueux. Et qu'il ait fini de cette manière, c'est vraiment tragique, même si c'était une arme de guerre. Et bien sûr, le plus tragique dans tout ça, c'est qu'il a coulé en emportant 3000 marins japonais avec lui. Il y aura 276 rescapés. Parmi eux, l'enseigne de vaisseau Yoshida, récupérée par l'un des navires d'escorte du Yamato. Mais pour la marine japonaise, ce sera le coup de grâce. Et seulement 5 mois plus tard, le Japon capitule. Le Yamato et son navire jumeau, le Musashi, n'ont jamais servi à ce pourquoi ils étaient conçus, à savoir le bombardement longue portée contre les navires ennemis et le soutien des opérations terrestres aussi bien que navales. Le problème, c'est qu'ils représentaient un tel symbole de la puissance de la marine impériale japonaise qu'on a hésité à les mettre à contribution, au cas où quelque chose se passerait mal. Et donc, quand ils ont été enfin envoyés au combat, il était déjà trop tard. Et l'histoire du Yamato et du Musashi est vraiment un exemple typique d'occasion manquée. Une fois la guerre du Pacifique terminée, l'enseigne de vaisseau Yoshida deviendra banquier et écrira un livre de mémoire sur la dernière mission du Yamato. Tout comme le Bismarck et le Tirpitz de l'Allemagne nazie, le Yamato a marqué la fin de l'ère des supercuirassés. Les porte-avions dominent aujourd'hui les océans. Mais le Yamato restera dans les mémoires comme l'un des tout derniers cuirassés coulés au combat.